On va tout de suite commencer justement le débat avec peut-être une première question hein, pour planter un peu le décor. On a parlé des TIC. Alors, il y a Monsieur Kader qui avait donné même un chiffre, hein, si ma mémoire est bonne, je pense que c'était vous, un chiffre d'1 200 000 exploitations où les TIC sont complètement absentes. Comment évaluer aujourd'hui l'usage des TIC dans l'agriculture chez nous? C'est une question que j'aimerais que chacun de vous essaye de répondre, chacun selon son expérience, parce que vous avez des expériences complètement différentes. Ça marche pas? Merci, madame. Non, d'abord, il y a une rectification. J'ai dit qu'il y a 1 200 000 exploitations. Donc, c'est un peu tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a au niveau national. Et la phrase suivante, si je me rappelle, c'était écrit, les TIC sont absentes. Je dis qu'il y a beaucoup d'exploitations, de grandes exploitations et de moyennes exploitations où, effectivement, il y a des applications qui sont entrées. Mais le gros, je dis bien le gros, il est loin de tout ça. Et si je dis le gros, j'ai essayé de faire un peu de recherche pour essayer justement d'avoir un chiffre. Il y a combien d'exploitations? Vous ne le trouverez jamais. Pour la simple et bonne raison que, justement, il y a, je ne dirais pas une cassure, mais en l'absence donc d'outils de gestion, hein, donc ces exploitations sont dans un bord, on est dans un autre bord. Donc, c'est un peu, je reviens à ce que dit notre ami qui vient de terminer. Moi, je pense que ce genre d'applications, elles sont les bienvenues. Il faut les multiplier exponentiellement, de telle façon, justement, à rapprocher ces petites exploitations. Et en plus de ça, on voit qu'il y a... Quand on parle de 1 200 000 exploitations, le gros, c'est 1, 2, 3, 4 hectares, pas plus. Et j'ai ajouté aussi qu'il y a beaucoup d'exploitations, au niveau du sud notamment, et j'en connais aussi au niveau de Blida, au niveau de Blabès, au niveau de Béjaïa, ainsi de suite, effectivement, qui interviennent dans le domaine et qui utilisent l'éthique à bon escient. Il y a maintenant, quand vous allez du côté d'El Golea, que j'ai connu, j'ai bien connu, quand vous avez donc des exploitations qui font 2000, 3000, 4000, 5000 hectares, ce n'est pas avec une pelle et une pioche qu'on va les gérer. Donc là, ces gens-là, ils ont besoin donc d'éthique et ils les utilisent pour les pivots, pour l'irrigation, ils les utilisent pour les semis, ils les utilisent aussi. Absolument. Ce qui est surprenant, c'est peut-être aussi la manière dont ces technologies ou ces TIC sont perçues par les agriculteurs, parce qu'on a à tort, peut-être on a tendance à croire que les agriculteurs peut-être ne sont pas préparés finalement aux technologies, alors qu'on voit clairement avec l'expérience de M. Brahimi que ce n'est pas le cas. Moi, je dis que c'est plutôt le contraire. Le problème, ce n'est pas les agriculteurs, le problème, c'est nous. Oui. Hein? Parce que je crois que notre ami l'a si bien dit, l'agriculteur, au début, il est réticent. Mais dès que vous arrivez à le convaincre, c'est fini. Oui. Et ce genre d'application, justement, moi, je pense qu'ils vont aider pratiquement plein de gens, que ce soit il a dit qu'en un mois, ils ont eu plus de 3000 inscriptions, oui, tout à fait, ce qui est énorme. Tout à fait. Oui. Donc ça, c'est à développer au mieux. Absolument. On va peut-être écouter M. Noued justement sur la même question. Moi, je dis toujours... Approchez votre micro, monsieur. Je dis toujours, tout ce qui est éthique ou innovation nécessite la compétence. Et aujourd'hui, si on voit la typologie ou la configuration typologique de l'agriculture, ne milite pas pour ce type de TIC. On a 1 200 000, parmi les 1 200 000, plus de 80% sont des petites exploitations, je dirais à la limite familiale. Et puis, même les moyennes ne sont pas encadrées. Donc, on ne peut pas introduire le... je dis aujourd'hui, pour pouvoir utiliser, on peut utiliser à travers le petit start, je dis tout à l'heure, l'intérêt, l'utilité. Et je fais un appel aux startups de pénétrer le marché. Parce qu'à travers ce type-là, qu'on fait, à la limite, on crée un bureau global pour l'ensemble des exploitations. Il ne peut pas payer un ingénieur, il ne peut pas payer, mais on crée un ingénieur qui va travailler pour l'ensemble. Et là, on peut développer ce type de start-up. C'est le rôle de start-up de développer ce type. Maintenant, lui est obligé demain, parce qu'avec la taille, parce qu'on dit toujours, une exploitation agricole doit avoir une taille critique. On ne peut pas, avec 2 hectares, on dit que j'ai parce qu'il faut passer, parce que l'heure qu'on est en train de travailler,
on est toujours dans l'agriculture sociale. Il faut passer maintenant à l'agriculture économique. C'est-à-dire une agriculture qui nous nourrit, qui donne du profit et qui peut recruter. Parce qu'aujourd'hui, je dis les ingénieurs agronomes ou les vétérinaires ou les techniciens, la majorité de nos techniciens et des ingénieurs sont hors agriculture. Ils sont partout, pas dans l'agriculture. Justement, M. Brahimi, pour reprendre encore une fois vos propos, il disait qu'on ne sait pas pourquoi ça a l'air d'être plus compliqué dans l'agriculture. C'est compliqué parce que si j'étais moi ingénieur... C'est vrai qu'on voit beaucoup de TIC qui fleurissent, et des startups particulièrement plutôt, mais dans le domaine de l'agriculture particulièrement, elles ne sont pas très nombreuses. Non, c'est pour ça que je donnais des exemples. J'ai cité des exemples pour inciter les startups à changer de cap. Le besoin réel aujourd'hui, je dis l'innovation durable, l'innovation qui se crée tous les jours, c'est au niveau de l'agriculture et de l'alimentaire parce qu'on consomme tous les jours. Il y a toujours de l'innovation. Chaque jour, il y a des produits qui naissent aujourd'hui, disparaissent le lendemain. Donc, on est obligé aujourd'hui d'accompagner, d'être à l'écoute et d'utiliser l'intelligentsia. Oui. Monsieur Hadkhail, alors je disais chacun selon votre expérience, vous avez parlé particulièrement de l'exportation. Qu'est-ce que vous pensez de l'introduction justement des TIC dans le domaine de l'agriculture chez nous? Actuellement, là, on est peut-être au balbutiement, on est au début, c'est-à-dire qu'on est à l'instant T, on est en train de créer tout un tas on est en train de... Vous êtes dans ce domaine depuis combien de temps? 7 ans. Voilà, 7 ans que je suis... en fin de compte, j'ai lancé cette idée d'exportation il y a 7 ans, mais à travers les réseaux. Il y a certainement des personnes qui ont commencé avant moi qui l'ont fait, mais c'est moi, en fin de compte, qui ai été voir les ministres, qui ai été voir les plus hautes autorités de l'État et qui leur ai... qui en fin de compte, qui leur a mis cette histoire de graines de l'exportation dans leur cerveau. Et Monsieur le Président, en fin de compte, le 19 décembre 2019, a parlé de l'exportation des fruits et légumes dans son programme. Donc, c'est une bonne chose. Auparavant, il y avait l'OFLA, Office des fruits et légumes algériens, et après, ça a été dissous, et il y a eu les événements qu'on a connus. Et maintenant, en fin de compte, on est en train de relancer cette idée d'exportation, et c'est une bonne chose. L'apport des TIC dans le domaine de l'exportation, selon moi, c'est comme si c'était un rouleau compresseur, parce que on ne peut pas continuer éternellement à apporter mes 5 ou 6 documents à chaque fois aux douaniers, aux services phytosanitaires, à ceci, à cela. Il faut qu'à un moment ou à un autre, on casse cette barrière-là et qu'on passe à l'informatisation. Je ne suis pas obligé d'être à chaque fois que je fais une expédition à l'aéroport d'Alger. L'aéroport d'Alger, maintenant, bon, je le connais par cœur, mais j'ai le droit d'aller à New York, à Paris, pendant que je suis en train d'envoyer ma marchandise. Voilà. Et je suis... et en fin de compte, c'est en ça que l'apport des TIC va être important. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'au niveau des exploitations, les TIC ont une place. Maintenant, il faut faire changer les mentalités, il faut faire évoluer les mentalités. Sur les petites exploitations, c'est clair que ça va être un peu difficile. Comme a dit M. Noued, il va falloir créer des coopératives pour pouvoir se lancer dans ces choses-là. Pourquoi? Parce que ça a quand même un coût. Ce n'est pas gratuit, ça coûte un bras. Donc, mais pour les grandes exploitations, je pense que c'est faisable. La preuve, on regarde aux États-Unis, en France, en Allemagne, dans n'importe quel, en fin de compte, endroit du globe. S'il a rien, il a un drone qui est en train de surveiller son exploitation. S'il a rien, il a des images satellites. S'il a rien, il a tout un tas de machines qui regardent la météorologie. Il a tout un tas de Qu'est-ce qui empêche qu'on ait ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui empêche? Madame, vous savez, j'ai appris une chose. Vous parlez de drones, par exemple, de l'apport. J'ai appris une chose au cours de ma petite existence, c'est que 90% des blocages, ils sont dans le cerveau. C'est à nous, en fin de compte, de franchir et de casser ces portes-là et de dire c'est tout à fait possible et je vais le faire. Moi, quand j'ai commencé à lancer le business des fruits et légumes, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je suis parti à Paris et après, quand je suis revenu, j'ai vu qu'il y avait des produits du monde entier, sauf des produits algériens, des fruits et légumes algériens. Et après, quand je suis venu, j'ai trouvé tout un tas d'obstacles.
Mais j'ai commencé à les abattre un par un, un par un, un par un. Je les ai tous, je ne vais pas dire que je les ai tous descendus, mais j'ai commencé. Et j'ai fait, j'avais une stratégie, c'est que j'ai fait appel au quatrième pouvoir. Quel est ce quatrième pouvoir? C'est les journalistes. Quand j'ai un problème, parce que je suis quelqu'un de cash, je suis direct, donc quand j'ai un problème, je dis aux journalistes, en fin de compte, je dis voilà, j'ai rencontré tel et tel problème à la douane, tel et tel problème au niveau d'Air Algérie. Et petit à petit, j'ai remarqué que les choses se corrigeaient d'eux-mêmes. Air Algérie, elle m'a mis en place une chambre froide, la douane, elle m'a mis en place un couloir vert. Donc à chaque fois, ça se dénoue. Ça commence à se dénouer. Ça se dénouer. Et ça, excusez-moi, je oui. Et ça, en fin de compte, c'est une mentalité, je dirais, qui est algéro-algérienne. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas ça. On va donner peut-être la parole, si vous permettez, à monsieur. On va donner la parole à monsieur Brahimi, parce que je pense qu'il va un peu vous conforter dans vos propos par rapport à ce parcours d'obstacles, parce que ça n'a pas été facile non plus pour vous. Jamais. Il est allumé? Est-ce qu'il est allumé? Sinon, il faut le rapprocher. C'est bon, oui. Ça marche. En fait, les obstacles, c'est-à-dire, par exemple, la première fois que j'ai mis la première version en ligne, on m'a convoqué pour me dire tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de. Donc j'ai dû participer de force à un concours où j'ai eu le premier prix avec Filaha Inov, le 2019 que Farouchi a initié, c'est Ahmed Allah yarhamou. Donc j'ai eu le premier prix par rapport à ça. Donc c'est à partir de là que ça a commencé. C'est vrai que les médias aident à se mettre sur la page. Mais ce que je veux dire, c'est juste que on a une terre. Elle a ses spécificités. Il suffit de les analyser. Et les plantes, la tomate, le batata, toutes les cultures ont le même besoin. Il n'y a pas un autre besoin. Donc tout ce processus peut être digitalisé. Donc on diminue un petit peu l'esprit de technicité là-dessus. Parce que nos agronomes, je les ai vus, c'est simple, ils disent au Sharika, dans la société dont je travaillais, il dit, Mlina à l'époque, il dit PCV تاعو يقول لهم la liste des produits, voici la liste des produits, vous restez un mois pour les connaître, voici votre véhicule, voici votre région, voici votre liste le potentiel lycéen, la liste des agriculteurs a augmenté ويعطوا الاخر كما يقولوا l'objectif رحت بها donc il a fait tout l'INA pour aller vendre. Monsieur راح دير لي une variété de partir dans des laboratoires, suivre l'itinéraire technique de tout ça, faire un label pour le process de fabrication, de développement des plantes dans l'itinéraire pour avoir une bonne exportation. C'est tout ça, il peut être digitalisé pour atténuer et laisser nos chercheurs faire leur boulot de recherche. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui, monsieur Brahimi, ou je ne sais pas qui est-ce qui pourrait répondre à cette question, une idée sur le nombre des TIC dans l'agriculture ou par exemple la part des TIC de l'agriculture dans l'ensemble des startups? C'est-à-dire combien de startups sont aujourd'hui, pas les TIC, les startups, j'arrête pas de dire les TIC, le nombre des startups dans l'agriculture représente combien sur l'ensemble des startups en Algérie? Est-ce qu'on a un chiffre approximatif? Ici, on entend peut-être parler, il faut rester dans le contexte. On est dans le contexte, l'utilisation des tics. Je vais revenir. Est-ce qu'on a un chiffre? Je vais revenir avec le chiffre, moi, je vous dis en matière statistique. Mais il fallait quand même qu'on réagisse sur l'expérience algérienne. On peut parler d'une manière générale de l'agriculture et les TIC. C'était quand même important de revenir sur l'expérience algérienne. Je dis, il faut distinguer innovation et adaptation ou outils de gestion.
Parce qu'il faut qu'on qu'on distingue les deux. Aujourd'hui, en matière d'accompagnement, de facilitation comme outil d'aide, peut-être qu'il y en a. Il y a FIPO qui a lancé, mais on peut les compter sur le bout du doigt. Oui. On peut les compter sur le bout du doigt. Je dis, la contrainte principale aujourd'hui dans le domaine agriculture, au domaine aujourd'hui, c'est la compétitivité. Est-ce qu'on veut y aller vers la compétitivité? Est-ce qu'on est lié vers la compétitivité? Tous les outils que je venais de citer, c'est pour améliorer la compétitivité. Aujourd'hui, si on n'innove pas, il y a des gens qui innovent. Quels sont les leviers aujourd'hui, si vous permettez, Monsieur Amqran, quels sont les leviers aujourd'hui de l'agriculture, de l'agritech, si je peux dire les choses comme ça? Quels sont les leviers aujourd'hui? On parle, par exemple, si vous permettez, on parle de satisfaire le besoin d'une population grandissante. On a parlé de 2 milliards dans le monde, 2 milliards de bouches à nourrir d'ici l'horizon 2050. On parle aussi du pari de la performance, mais aussi du pari de l'environnement. Quels sont aujourd'hui les leviers de l'agritech pour répondre à ces besoins? L'agritech s'impose d'elle-même. L'agritech va s'imposer d'elle-même à partir d'un défi qui aujourd'hui, nourrir la population de demain est un obstacle. Aujourd'hui, la terre, on ne peut pas l'étirer davantage, on ne peut pas l'agrandir. Il faut y aller vers la productivité, il faut aller vers d'autres substituts, trouver d'autres alternatives. Maintenant, si on voit aujourd'hui l'éthique à l'état actuel au niveau de l'agriculture, je vous donne des exemples très simples. Quel est le rendement en céréales, le rendement en lait, le rendement en viande par rapport aux autres pays? C'est un fossé. Les céréales, on est à pratiquement 17 quintaux à l'hectare, alors qu'ailleurs, on parle de 100. La production laitière, on est pratiquement à 10, ailleurs, on parle de 40, 50. Donc là, c'est les innovations qui ont poussé, qui ont ramené, à travers la génétique, à travers les biotechnologies, qui ont ramené soit la vache, soit la plante, à produire davantage, à sortir ce qu'elle a dans son génétique. Maintenant, nous, en Algérie, si on veut aujourd'hui utiliser l'éthique, c'est déjà de s'accaparer déjà l'existant, utiliser les variétés réfléchies, utiliser les races réfléchies, chercher un profil de race qui convient à notre environnement. Parce que, en fin de compte, l'innovation, c'est comment extraire d'un potentiel le maximum. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette logique. Maintenant, les défis ou la vision stratégique, il faut qu'aujourd'hui, au niveau stratégique, qu'on inclut aujourd'hui l'innovation technologique est devenue un passage obligé, est devenu un levier de développement, un levier stratégique. Aujourd'hui, les pays développés payent énormément dans l'innovation parce qu'ils savent qu'avec l'innovation, ils peuvent pénétrer. Et dans tous les domaines. Ils peuvent durer. Non, il faut rester sur le marché, s'accaparer d'autres marchés, développer leur situation. Maintenant, chez nous, on voit des startups aujourd'hui. On les voit. Toutes les startups qui sont sur le marché aujourd'hui sont plus vers tout ce qui est informatique, numérisation, mais on ne cherche pas des solutions innovantes. Et la demande aujourd'hui dans le secteur agricole, c'est des solutions innovantes. On va peut-être poser la question à M. Khader, si vous permettez. Quels sont les champs justement d'innovation, pour compléter un peu votre idée, quels sont les champs d'innovation qu'on peut explorer aujourd'hui en Algérie pour justement répondre à ces besoins que je venais de citer, en l'occurrence une population grandissante et énormément de bouches à nourrir d'ici l'horizon de quelques années? Merci. Moi, je pense que les TIC sont trop en avance. C'est nous qui sommes très en retard, peut-être. Non, c'est ce que j'allais dire. Donc, soit on suit, soit on meurt. C'est-à-dire, on n'a pas le choix en réalité. Soit on meurt. Donc, ce qui va se passer, moi je pense que, je l'ai dit, parce que j'ai écrit un livre, Agriculture algérienne entre progrès et regrets, où j'ai bien dit que l'agriculture de papa, l'arabe, des années 60, des années 70, l'agriculture de la révolution agraire et tout ça, c'est fini. Maintenant, il faut aller à autre chose. Mais pour aller à autre chose, il faut que cette autre chose soit accompagnée par autre chose. Et qui doit accompagner cette autre chose? C'est les pouvoirs publics. Donc, les pouvoirs publics doivent d'ores et déjà accompagner, produire des outils. Il faut qu'il y ait des outils.
Par exemple, encourager justement à créer des startups dans l'agriculture particulièrement. Quand j'ai fait un clin d'œil avant la loi 87-19, où tout était strictement bien organisé. Oui. Il y a eu cette loi, tout s'est désorganisé. Bon, maintenant, il y a autant d'exploitations que pratiquement que d'hectares. Nous avons des exploitations qui ne sont pas gérées. Il n'y a même pas un plan de gestion, il n'y a même pas une comptabilité. Moi, ce que j'ai dit, et je le répète, je l'assume. D'abord, il faut commencer par développer des outils au niveau des gens qui doivent suivre ces exploitations. Oui. Et aussi, injecter. Je ne dis pas qu'il faut injecter des cadres dans chaque exploitation. Je ne l'ai pas dit. Mais injecter des cadres, que ce soit de n'importe quelle matière, que ce soit un ingénieur, que ce soit un vétérinaire, que ce soit un informaticien, ou que ce soit. Mais alors là, pour un ensemble d'exploitations. Et c'est à travers ces gens-là que nous pouvons demain moderniser le secteur et je tiens à le dire, tout en créant donc un lien entre ces exploitations et l'administration. Est-ce que vous pensez que la formation est importante dans ce domaine particulièrement? Parce qu'on voit, par exemple, pour citer l'exemple de la France, qui est un grand pays agricole et un pays avec qui l'histoire nous relie, donc on a tendance souvent à se comparer à ce pays. Par exemple, on voit aujourd'hui la naissance de lycées agricoles. Est-ce que chez nous, par exemple, aussi, on devrait encourager ce genre d'initiative? Parce que ça commence dès le début, pour revenir un peu aux sources. La formation, c'est la base. Oui, voilà. Sans cela, et intéresser les plus jeunes aussi. On ne peut pas aller loin. Malheureusement, je dis malheureusement, on a eu dans les années 90, 96, 97, 98, des gens qui étaient trop intelligents, qui avaient dit nos instituts, nos centres de formation, il faut les balayer, il faut les enlever. Après, il y a eu le PNDA vers les années 2000, et là, on a vu tout le sens, toute l'importance de ces instituts. Malheureusement, je dis bien malheureusement, les quelques instituts qui existent encore, ils ne sont pas utilisés à bon escient. Donc, il faut les utiliser bien mieux que cela. Et aussi, je l'ai dit dans le livre dont je vous ai parlé, si on doit arriver à un CFVA, à un ITMA, à un lycée agricole, dans chaque wilaya, il faut y aller parce que c'est à travers ces instituts de formation, donc ces écoles, que nous pouvons donc arriver à convaincre les agriculteurs à se lancer dans cette loi. On va peut-être voir s'il y a des questions parmi l'assistance. Il nous reste moins de 5 minutes. On va essayer de prendre une question ou deux, peut-être du public. Des questions sur... est-ce qu'on peut avoir un micro pour madame? La régie, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir un micro? C'est quoi le titre de votre livre? Là, je ne me rappelle pas qu'à la fin du panel. Vous l'avez ici? On le montrera peut-être à la fin, c'est bien. Ah, elle est là. Elle est là-bas. Oui, je vais montrer son dessus. Très bien, merci bien. Bonjour tout le monde, bonjour l'assistance. Je voudrais juste... Présentez-vous, monsieur. Oui, bien sûr. Alors, c'est Madame Benguidoua Karima. Je suis docteur en biotechnologie alimentaire. Et je voudrais premièrement saluer tous les panélistes pour la qualité des informations. On a beaucoup appris, bien sûr, à travers vous.
Moi, je voudrais intervenir de manière un petit peu plus académique, si je peux. Premièrement, je voudrais savoir pourquoi il n'y a pas un lien entre l'université et les acteurs socio-économiques. C'est-à-dire, je vais m'exprimer en d'autres termes, c'est une proposition en même temps pour les projets, les PFE, pour les projets de fin d'études et les thèses de doctorat. Il faudrait peut-être inviter le secteur socio-économique à assister aux thèses et soutenances de thèses et de master. Et c'est de là qu'on peut, si on peut dire, pêcher un petit peu les innovations dont ce secteur est à la recherche. Excusez-moi. Donc, moi, je voudrais bien qu'il y ait un lien direct entre l'université et le secteur socio-économique, notamment les agriculteurs, tout ce qui est en rapport avec l'agriculture et tout. On cherche des solutions innovantes. Elles existent, mais elles sont rangées dans des bibliothèques et c'est malheureux. Voilà. C'était juste ce point que je voulais soulever. Merci. Vous voulez peut-être réagir? Oui, Monsieur Had Khil. Allez-y, vous avez votre micro. Je vais répondre en fin de compte par rapport à ça. Après, je vais laisser la parole à M. Nouad si ça ne vous dérange pas. Regardez, moi, vous avez deux types de recherche, madame. Vous avez la recherche fondamentale et la recherche qui est liée à l'aspect pratique, dont j'ai oublié le nom. Comment? Appliquée, merci, c'est ça. Et on a tendance à faire beaucoup de recherche fondamentale en Algérie. Malheureusement, j'ai demandé, moi, à titre personnel, regardez, quand on exporte des fruits et légumes, l'aspect stratégique des choses, c'est-à-dire que c'est la durée de conservation. Votre produit, si vous l'emmenez, par exemple, s'il a une durée de vie de une journée, vous allez pouvoir traverser le port de Marseille, et après ça va s'arrêter là. S'il a une semaine, vous allez pouvoir monter pratiquement jusqu'en Suède et vendre votre produit. Donc on appelle ça, cette durée de vie après récolte, on appelle ça la shelf life. Et tous les pays du monde cherchent à augmenter cette shelf life. Pourquoi? Parce que quand vous avez une shelf life, je dis de 15 jours, 20 jours, 30 jours, vous pouvez emmener vos fraises jusqu'en Asie ou aux États-Unis sans que votre produit ne puisse pourrir. J'ai demandé à ce que ça puisse être fait, j'attends toujours l'écho. Et moi, mon rêve, ce serait qu'il y ait un bureau de chercheurs, un laboratoire de chercheurs qui puisse augmenter cette shelf life. Comme ça, en fin de compte, moi, je suis gagnant parce que je vais vous payer votre étude et vous êtes gagnant parce que vous allez avoir une étude, en fin de compte, qui va être financée, qui va être sponsorisée. Et moi, je vais être gagnant parce que je vais pouvoir proposer mon produit beaucoup plus loin. Et c'est un partenariat gagnant-gagnant. Mais bon, on attend toujours des retours pour pouvoir mettre en application ces choses-là. Voilà, excusez-moi. Oui, Monsieur Nouad. Non, je voulais ajouter oui, allez-y, bien sûr, allez-y. Une phrase à ce qu'a dit Madame. Moi, je crois que pour arriver à tout ce qu'elle dit, il faut d'abord qu'il y ait des moyens, il faut qu'il y ait de l'argent. Et si mes souvenirs sont bons, déjà, ce qui a été consenti pour la recherche en général, pas uniquement la recherche agronomique, en 2017, c'était 0,3% du PIB. Donc, vous voyez un peu là où ça peut aller. Et puis là, juste pour l'anecdote, quand j'ai publié ce livre, j'ai pris pratiquement tous les mails de toutes les universités qui ont donc quelque chose à voir avec l'agriculture. J'ai fait un mail pour faire des conférences. Je vous laisse le soin de deviner combien d'universités ont répondu. Voilà, je vous remercie. Monsieur Nouad. Moi, vous touchez du doigt un souci que je partage depuis quand même plusieurs années. Le rapprochement, d'abord, la frontière combat tout le monde. L'université qui ne cherche pas, l'entreprise qui est de côté, et puis il y a aussi le secteur de l'agriculture, le secteur de l'industrie qui n'est pas encore en adéquation. Donc le problème qui se pose en matière de l'innovation, je dis tout à l'heure, c'est là où je dis, on ne peut pas avoir des start-up à temps libre. Un start-up, il doit être structuré. C'est un produit de formation qui a une idée et qu'il faut participer, qu'il faut accompagner. Donc aujourd'hui, je pense, c'est vrai j'étais même membre d'un comité intersectoriel de l'innovation. C'est vrai qu'au niveau sectoriel, peut-être il y a, mais aujourd'hui, ce qu'il faut trouver, c'est réellement
un réseautage entre le monde entrepreneurial et le monde universitaire. Et là, je confie qu'on est en train de lancer aujourd'hui des comités stratégiques de filière, notamment agroalimentaire, que je pilote actuellement. On essaye, dans le comité stratégique, il y a pratiquement l'ensemble des partenaires. Et là, c'est pas parce qu'on ne peut pas travailler pour une personne. C'est un besoin. Rapprochez votre micro. Non, je dis pour utiliser rationnellement ce potentiel universitaire, de la commande du terrain, il faut quand même créer cette densification. Et cette densification, je dis cette densification, on peut le faire au niveau de là. J'espère que vous allez être partenaire dans l'équipe pour trouver des solutions. Et puis, il fallait quand même structurer, parce que la structuration du tissu industriel ou tissu entrepreneurial ou tissu universitaire, il faut qu'elle se retrouve sur un terrain. Aujourd'hui, on n'a pas de pôle de compétitivité, on n'a pas je dirais, de cluster, on n'a pas de consortium, on n'a pas de forme organisationnelle qui partagent ensemble, sur lequel on va chercher. Parce qu'on ne peut pas travailler pour une entreprise. Je pense, mon ami qui a un souci, il faut que son souci soit global, il ne faut pas qu'il soit individuel. On ne peut pas faire un travail pour un individu. Et là, je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Et l'avantage qu'on a, il y a des centres techniques des industries agroalimentaires. Également, au niveau du ministère de l'Industrie, on a lancé récemment un centre technique des industries agroalimentaires qui devrait en principe être le pourvoyeur ou l'incubateur des startups qui aboutit au prototypage et à l'industrialisation. Parce qu'aujourd'hui, je dis, même si on ne fait pas, on doit subir. Aujourd'hui, il faut quand même qu'on anticipe et qu'on essaye d'être créateur et obtenteur de brevets pour pouvoir les mettre sur le terrain. Je sais qu'il y a beaucoup de brevets dormants, il y a beaucoup d'idées innovantes qui existent au niveau de l'université, mais mal canalisées. Et parfois, on est je dirais à la limite, on est loin de l'entreprise, donc on est déconnecté de l'entreprise. Et là, je pense que c'est le rapprochement qu'il va falloir faire. Et ce type de rapprochement-là qui va créer réellement la hiérarchie ou la structuration, je dirais, de l'innovation. Parce que l'innovation aujourd'hui, elle doit être émanée du sommet vers le bas. Merci beaucoup, Monsieur Nouhed. On a compris votre idée. Merci à vous quatre d'avoir participé à ce panel. Je présente juste, je profite de ce panel pour, je ne sais pas si on peut montrer le livre de Monsieur Ali Kader pour ceux qui s'intéressent justement à l'agritech ou à l'agriculture d'une manière générale. Donc, agriculture algérienne entre progrès et regrets, malheureusement. Voilà, merci encore. Je termine avec ça. C'était le dernier panel pour ce ICT Maghreb. Merci à tous d'y avoir participé. Sans plus tarder, on va passer à... Merci, messieurs.